Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, on va plonger direct dans un sujet qui nous entoure tous les jours, mais qu'on a souvent un peu de mal à saisir, l'économie et surtout ses chiffres stars. À chaque journal télévisé, c'est la même histoire. On nous balance des pourcentages, des courbes qui montent ou qui descendent, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous au quotidien? Eh bien, le but de notre analyse d'aujourd'hui, c'est justement de lever le voile sur ce qu'on pourrait appeler l'économie de l'illusion et de comprendre ce qui se cache vraiment derrière toutes ces fameuses annonces de croissance. Alors, voici notre programme. On va d'abord parler de l'illusion de la croissance, puis on comparera le PIB à la richesse réelle. Ensuite, petit focus sur les monopoles et le pouvoir de marché, avant d'aborder les coûts environnementaux cachés, pour enfin terminer sur comment redéfinir le progrès économique. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, l'illusion de la croissance. C'est la grande question. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire la croissance? Quand les médias s'emballent pour annoncer son grand retour, est-ce qu'on parle d'une réalité tangible qu'on va tous ressentir? Ou bien c'est juste un mirage statistique? C'est vraiment une confusion majeure qu'il faut absolument dissiper. Il y a un énorme malentendu là-dessus. En fait, la vraie définition économique de la croissance, c'est une augmentation qui est durable et soutenue de la production. Sauf que dans le langage courant, on utilise ce mot à tort et à travers pour juste décrire de simples petites variations du PIB d'une année sur l'autre. Et le truc fou, c'est que depuis 1995, l'évolution du PIB est restée globalement bien en dessous des 2%. Donc techniquement, notre économie tourne au ralenti, elle est super atone. Du coup, c'est complètement trompeur d'entendre parler de croissance robuste alors qu'en réalité, on est plutôt face à une vraie stagnation. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2020, avec tous les confinements, le plongeon a été super brutal. On était à moins 7,5%. C'était une sacrée récession, certes pas une dépression durable comme en 1929, mais quand même. Mais regardons d'un peu plus près les années toutes récentes. On a un tout petit 0,9% en 2023 et à peine 1,2% en 2024. C'est dire à quel point le rythme est extrêmement lent. On est vraiment à des années-lumière des discours triomphants qu'on peut entendre à la télé. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le match entre le PIB et notre richesse réelle. Alors, le PIB par habitant, comment on le calcule? C'est tout bête, on prend la richesse nationale et on la divise par la population totale. C'est un indicateur ultra classique pour donner une idée du niveau de vie moyen. Mais attention, le piège mathématique est énorme, parce qu'une moyenne, ça dissimule complètement les énormes disparités de revenus et les inégalités qui sont pourtant bien féroces dans la vraie vie. Bref, calculer une moyenne par tête, ça cache très souvent une dégradation brutale pour une immense partie de la population. Parce que non, une hausse du PIB ne fait pas disparaître la pauvreté par magie. Si on regarde les chiffres de l'INSEE en France, c'est clair, le taux de pauvreté n'a pas arrêté de grimper. En 2007, il était de 13,7% avec un seuil fixé à 1 220 euros. Et en 2023, bon, il monte à 15,4% avec un seuil à 1 288 euros. Entre 2016 et 2023, on note une hausse de plus d'un point de pourcentage. Concrètement, ça veut dire que sur 100 personnes qu'on croise dans la rue, plus de 15 sont aujourd'hui considérées comme pauvres. 9,8 millions. C'est ahurissant, non? C'est le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté monétaire en 2023. Un chiffre exorbitant qui devrait tous nous faire réfléchir. Surtout quand on se dit qu'on est dans une démocratie, avec un système de protection sociale qui est censé être globalement généreux. C'est là qu'on voit à quel point il y a un fossé, une vraie déconnexion entre le grand discours économique global et la dure réalité que vivent des millions de gens. Passons maintenant à la troisième partie, les monopoles et le pouvoir de marché. Le mécanisme derrière ça est redoutable, un vrai jeu de dupes. Dans un marché où la concurrence n'est pas parfaite, certaines entreprises réussissent à s'accaparer un pouvoir de marché absolument massif, souvent grâce à des ententes ou en rachetant leurs concurrents. Elles jouent à ce qu'on appelle en théorie des jeux le dilemme du prisonnier, le tout pour maximiser leurs profits à fond. Du coup, ces entreprises deviennent des faiseurs de prix. Elles décident de tout, elles imposent leurs conditions. Et le grand perdant dans l'histoire, c'est le consommateur. Son avantage est littéralement détruit et son pouvoir d'achat en prend un sacré coup. Et pour bien comprendre à quel point c'est concret, il faut garder ce chiffre en tête. 4,6 millions d'euros. C'est le montant énorme d'une sanction financière qui est tombée en novembre 2025. Cette amende carrément historique, elle a été infligée à Doctolib pour un abus de position dominante. En gros, l'entreprise imposait des clauses d'exclusivité aux professionnels de santé qui utilisaient sa plateforme. Et c'est là que c'est grave, parce que ces pratiques anticoncurrentielles ne restent pas juste sur le papier ou dans les portefeuilles des actionnaires, elles ont des répercussions directes sur notre société. Ça crée des inégalités et ça bloque l'accès aux soins pour plein de patients qui ne peuvent même plus choisir librement leur médecin. L'entreprise s'enrichit, le fameux PIB augmente, mais au final, c'est le citoyen qui est perdant. Ce qui nous amène à notre quatrième point, souvent oublié, les coûts environnementaux cachés.
Il y a un concept super important pour comprendre la crise écologique actuelle, c'est ce qu'on appelle l'externalité négative. En gros, c'est la conséquence d'une activité économique qui passe complètement sous le radar du marché. Vouloir toujours produire plus, c'est bien beau, mais ça génère un coût social monstrueux qui dépasse de très loin ce que les entreprises payent réellement. Par exemple, le marché ne compte absolument pas l'augmentation des maladies respiratoires qui sont liées à la pollution industrielle. C'est littéralement une dette invisible qu'on refile à la collectivité. Et pourtant, cet impact physique est tout à fait mesurable à travers notre empreinte écologique et carbone. D'un côté, on a l'épuisement total de notre capital naturel, on vide les réserves de poissons, on détruit la biodiversité, on rase des forêts entières. Et de l'autre côté, c'est la dégradation pure et dure. Des tonnes de gaz à effet de serre balancées dans l'atmosphère et une pollution de l'air grandissante. Tout ça, c'est le prix caché d'une activité économique totalement débridée. Et le pire, eh bien, ça n'est jamais, au grand jamais, déduit de notre fameux PIB. C'est exactement ce que l'écologiste Garrett Hardin a appelé en 1968 la tragédie des biens communs. Un bien commun, c'est quoi? C'est une ressource dont on ne peut empêcher personne de se servir, mais dès que quelqu'un en prend, il y en a moins pour les autres. Il suffit de penser aux nappes phréatiques ou tout simplement à l'air pur. Face à ce genre de ressources, le marché libre est juste totalement inefficace. Il nous mène tout droit à leur épuisement, ce qui rend nos niveaux de production actuels complètement insoutenables sur le long terme. Enfin, abordons notre cinquième et dernière partie, comment redéfinir le progrès économique. Heureusement, face au gros raté du marché, les pouvoirs publics ont des outils super puissants pour rectifier le tir. On peut tout à fait taxer les activités qui polluent et à l'inverse, subventionner celles qui font du bien à la société. C'est ce qu'on appelle internaliser les externalités. Ça peut aussi passer par des réglementations environnementales beaucoup plus strictes ou la création de marchés de quotas. Tout le défi, bien sûr, c'est de déployer ça intelligemment à tous les niveaux pour réparer le système sans que ça retombe encore sur le dos des citoyens les plus modestes. Parce qu'au bout du compte, on le voit bien, le PIB est un indicateur complètement imparfait, qui zappe totalement la façon dont les richesses sont réparties, sans parler de la destruction de l'environnement. À l'opposé, on a l'indice de développement humain, le fameux IDH. Il a été créé en 1992 par l'économiste Amartya Sen, et franchement, il offre une vision beaucoup plus globale et qualitative. L'IDH ne se contente pas de compter des usines ou des ventes, il s'intéresse à l'accès à la santé, à l'éducation et au vrai niveau de vie des gens. C'est un changement de perspective radical. Pour résumer la pensée de notre analyse d'aujourd'hui, la croissance a vraiment besoin d'être redéfinie à la base. Ça demande énormément d'éthique et surtout de justice par rapport à la préservation de notre environnement. Quand on voit notre économie qui stagne, l'inflation qui grignote le pouvoir d'achat des plus vulnérables et ces abus de position dominante, il nous faut des politiques sociales ambitieuses. Le vrai progrès, c'est pas un pourcentage mathématique froid et désincarné, ça demande un changement de paradigme fondamental. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est comment allons-nous collectivement redéfinir éthiquement la croissance pour commencer à mesurer ce qui compte vraiment? Gardons bien ça en tête la prochaine fois qu'on regarde des informations. Ces chiffres qu'on nous brandit tous les soirs, ils ne racontent qu'une toute petite fraction, souvent trompeuse de la réalité. C'est vraiment crucial de continuer à remettre en question ces discours dominants. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour continuer à explorer et comprendre comment tourne vraiment notre monde.